Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte The Last Quiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également d'alimentation intuitive, une approche thérapeutique à laquelle je suis officiellement formée par les fondatrices. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode collaboratif sur les intox de la diet culture. En gros, je vous ai demandé sur Instagram quelles sont les croyances, les intox de la diet culture que vous avez crues, lesquelles, pourquoi, comment, bref, je voulais tout savoir. Et en fait, cet épisode s'inscrit dans la mini-série sur les intox de la diet culture. Bon, je sais, j'ai fait une petite parenthèse une semaine dernière avec l'épisode pour les 1 an du podcast. Désolée de fêter l'anniversaire de mon podcast. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour clôturer du coup cette mini-série. On avait déjà un peu clôturé doucement la mini-série sur les intox de diet culture avec le témoignage d'Amélie, enfin l'interview d'Amélie, qui est diététicienne. Et aujourd'hui, du coup, on se retrouve avec l'épisode collaboratif. Sans plus attendre, on va commencer par le premier témoignage. On commence fort parce que on commence par le témoignage d'Inès du compte Lâche ton assiette qui va nous parler de son expérience par rapport au jeûne intermittent. Je vous laisse l'écouter. Hello, ici Inès du compte Lâche ton assiette. Voilà, je place ma pub. Je voulais participer à ce podcast collaboratif pour parler moi aussi de ma petite expérience par rapport dans mon cas au jeûne intermittent. Alors, j'ai pratiqué le jeûne intermittent pendant de nombreuses années. Franchement, j'avais réfléchi justement à comment j'étais tombée sur cette pratique. Et clairement, ça doit être une vidéo YouTube ou alors un article, peu importe. Il y a quelques années, il y a eu une mode du jeûne intermittent et d'ailleurs, elle vient de revenir. Et donc, il y avait beaucoup de vidéos qui parlaient de cette pratique et qui arrêtaient pas d'expliquer à quel point le petit déjeuner c'était vraiment la pire chose qu'on pouvait faire limite pour le corps, voilà, le petit déjeuner c'était le lobby Kellogg's qui avait fait que on nous avait mis dans l'idée que c'était essentiel mais qu'en fait ça ne l'était pas. Du coup, bon, moi, forcément, à l'époque, l'obsession de ma vie entière, c'était de maigrir et j'avais une sorte d'obsession aussi sur tout ce qui est pratique santé. Santé entre très gros guillemets, personne ne me voit, mais là, je suis en train de faire des guillemets avec mes mains. Du coup, je m'étais lancée là-dedans. Et en fait, en toute transparence, j'ai parlé de ça sur mon compte Instagram et c'est vrai, en toute transparence, au début, ça allait. C'est-à-dire qu'effectivement, au début, on est très concentré, on ressent pas forcément les effets négatifs. Mais en fait, les effets négatifs, en mon cas, ils sont venus plutôt sur le moyen ou long terme. C'est-à-dire, comme je m'étais mise dans l'idée que c'était pas bien de manger le matin, il y avait quand même beaucoup de moments dans la vie où je me retrouvais à avoir cruellement envie de manger le matin, mais où je me l'interdisais. Donc, clairement, une restriction alimentaire. Les cas c'était les petits déjeuners au boulot, les petits déjeuners en vacances, les énormes buffets qu'on a dans les hôtels. Voilà, et moi je m'interdisais de manger parce que j'étais vraiment dans mon truc et je me disais jeûne intermittent. Et c'était tout simplement horrible. Donc voilà, du coup pour finir là-dessus, petit message d'alerte, se priver d'un repas, c'est de la restriction alimentaire et ça va vous frustrer et faire que vous n'allez pas avoir un rapport à la nourriture. Donc si jamais vous êtes une personne comme moi qui adore le petit déjeuner, moi j'ai toujours adoré le petit déjeuner et j'adore encore le petit déjeuner, petit déjeuner parce que c'est très cool le petit déjeuner. Et non, ce n'est pas le mal. Vous avez jeûné pendant toute une nuit juste avant. Donc c'est tout à fait normal qu'après avoir jeûné je ne sais pas combien d'heures, vous ayez droit à votre petit déjeuner. Voilà. Donc voilà pour ma petite expérience et j'espère que ce message d'alerte sera entendu. Et encore merci pour ce que tu fais. Merci beaucoup Inès pour ton témoignage. Tu as tout à fait raison. Mangez le matin. Mangez si vous avez faim, si vous avez envie. Bref, mangez, c'est clair. On se prend trop la tête avec ce petit déjeuner. D'ailleurs, sans transition, enfin si, il y a une petite transition du coup, je vous invite à écouter le témoignage de Caroline qui elle aussi a cru des choses pour le matin, notamment qu'il fallait faire du sport à fond le matin, à jeun, etc. Elle a aussi cru des choses sur les glucides le soir, sur le jeûne intermittent également. Bref, je vous invite à écouter son témoignage. Salut Juliette, moi c'est Caro.
Merci pour ton podcast. Pour moi, les croyances de la diète culture et les croyances alimentaires, etc., ma plus grosse croyance, c'était qu'il fallait faire absolument du sport le matin à jeun pour cramer un maximum de calories et taper dans les graisses directement parce que j'aurais pas mangé, donc du coup mon corps aura pas de carburant. Il y avait aussi, quand je faisais le jeûne intermittent, justement de faire le sport à la fin du jeûne pour être affamée au maximum et vraiment ne plus avoir aucune réserve. Donc je faisais ça en fin de matinée et tout. Mais en plus c'était un cercle vicieux parce que du coup quand je pouvais pas faire de sport en fin de matinée et que j'en faisais le soir, je culpabilisais de pas l'avoir fait en fin de matinée, que ce soit pas hyper efficace et hyper malin. C'était un carnage. J'ai eu beaucoup aussi cette croyance de glucides, que les glucides étaient très mauvais pour la santé, qu'il fallait surtout pas en manger le soir parce que du coup, comme la nuit on se dépensait pas, et du coup on stockait tout. C'était assez compliqué. Il y avait aussi, j'ai eu un truc aussi qui était sur le jeûne, qui disait qu'au final le jeûne c'était très bon pour régénérer les cellules et tout, et donc la meilleure méthode c'était pas de pas du tout manger pendant 24 heures. 1 à 2 fois par semaine, et du coup quand je mangeais je mangeais les 3 repas en un seul, donc du coup forcément j'avais mal au ventre et j'étais ballonnée le lendemain. Mais on peut s'en sortir, je veux témoigner aussi pour dire qu'on peut s'en sortir grâce à des gens comme toi, alors merci beaucoup. Merci Caro pour ton témoignage. Ah là là, décidément, ce jeûne, tout ce qui est glucides le soir. D'ailleurs, c'est 2 croyances sur lesquelles j'ai fait mes premiers épisodes détox. Parce que c'est vraiment le genre de truc jeûne intermittent. Je pense que tout le monde a déjà entendu parler de ça. Pareil pour les glucides le soir, c'est hyper fréquent. Mais heureusement que oui, c'est faux. Et heureusement que on déconstruit. Merci à vous, les filles. De vos retours sur le podcast, et bravo à vous en fait d'avoir surmonté aussi ce genre de croyances. Ça, je peux le répéter, je pense, pour toutes les filles qui témoignent sur cet épisode. Le prochain témoignage, c'est le témoignage de Romane qui, elle aussi, a eu du mal à manger des féculents le soir, surtout avec l'adage petit-déj de roi, déjeuner de prince, je crois, et dîner du pauvre. Bref, vous voyez le genre d'adage qui te marque et qui t'embête à chaque fois que tu veux manger. Bref, je vous laisse écouter le témoignage de Romane. Je suis de retour pour retémoigner parce que j'en ai des choses à dire. Et moi les 2 croyances, ça a été que manger du sucre après 17h. Alors pourquoi 17h? Peut-être parce que c'est après le goûter, faisait grossir. Donc ça va pas durer très longtemps celle-là, honnêtement. Ça a duré très peu de temps parce qu'en fait au final je m'en foutais, donc je le faisais quand même. Donc en fait je lui ai fait la peau sans trop faire attention. Mais la plus tenace, effectivement, ça a été les féculents le soir font grossir. Et vu que je suis une grande fan de pâtes pendant ma perte de poids, c'est vrai que du coup, ce que je faisais, c'est qu'en fait, je mangeais plutôt les féculents le midi. Et le soir, je me gardais les légumes. Et en fait, je me suis très vite rendu compte que souvent, j'avais faim, en fait, en allant me coucher. Alors que c'est pas le but non plus. Et il y en a un autre aussi, j'en ai un 3e, tiens. Il faut petit déjeuner comme un roi, déjeuner comme un prince et dîner comme un pauvre. Ça, c'est quelque chose qui est très répandu et que je me tue à tuer, justement, auprès de tout le monde. Parce que pour moi, ce serait plutôt l'inverse, dans le sens où le matin, j'ai pas forcément très faim. Mais souvent, je me force, sans me forcer, à manger parce que je fais mon sport le matin parce que je bosse après et que ensuite en fait j'ai juste super mal à l'estomac, donc c'est dur de pas manger le matin. Je ressens pas la faim mais je me force souvent parce que sinon j'ai des crampes d'estomac atroces. Donc voilà, le midi je mange normalement, à ma faim quoi. Si j'ai une grosse faim je mange une grosse faim, et si j'ai pas faim je mange un peu moins. Et le soir pareil, en fait, j'ai pas de règle en fait, c'est-à-dire que je mange quand j'ai faim et au volume auquel j'ai faim à n'importe quel moment de la journée, entre guillemets. Merci Romane pour ton témoignage. Ouais, décidément cet adage là,
En fait, chacun son appétit, et voilà, en fait, hein, chacun voit midi à sa porte, voilà, pour répondre à un adage avec un autre adage, et ben voilà, chacun voit midi à sa porte, et je trouve que c'est très vrai pour l'alimentation, quoi. On a tous des appétits différents, etc., des besoins différents, donc franchement, c'est n'importe quoi, en fait, de suivre des phrases qui n'ont pas de sens, quoi. C'est chacun voit comme il veut. Bref. Donc ça. Et oui, pour les féculents le soir, hein, je l'avais raconté dans l'épisode sur cette croyance-là, moi aussi j'y ai cru, et ouais, en fait, quand t'as faim la nuit, ou que t'as hyper faim le matin, bon, il y a peut-être une question à se poser, hein, peut-être qu'il manque des féculents dans le repas du soir, hein, ou autre chose, bref, en tout cas, il manque quelque chose. C'est clair, voilà. Et là, pour les 2 prochains témoignages, ce sont des témoignages sur des croyances que ces 2 femmes avaient sur les aliments. Donc la première, c'est Anne-Claire, et Anne-Claire avait des croyances notamment sur le fait de manger des fruits et légumes, mais aussi sur les aliments healthy. Bref, je vous laisse l'écouter. Alors moi, la croyance que j'avais au niveau de l'alimentation et que j'ai eue pendant très longtemps, c'était qu'il fallait manger absolument des fruits et des légumes, des fibres finalement, à chaque prise alimentaire pour faire passer une partie des graisses et pour diminuer les calories ingérées. Donc je rajoutais toujours une portion de fruits ou de légumes dans mes repas en pensant en fait que ça me diminuait les calories que je mangeais. Par exemple, après une pizza, j'allais manger 2 compotes pour faire passer les graisses de la pizza et pour diminuer les calories de la pizza. En plus, je pensais que les fruits et les légumes c'était 0 calories, donc que ça n'avait aucun impact, que ça ne m'apportait rien. Je faisais vraiment une pierre deux coups, je mangeais des fruits et des légumes, ce qui était bon pour la santé. Je faisais passer les graisses et je diminuais les calories du repas. Et en parallèle, ça m'apportait rien, donc je n'augmentais pas mes calories. Ça venait du fait que ma mère faisait le régime Weight Watcher et que pour eux, les fruits et légumes c'était 0 point. Donc, mais le problème c'est que je mettais aussi dans les fruits tout ce qui était fruits secs que je consommais à volonté, les figues, les pruneaux, les abricots, etc. en pensant que c'était des fruits juste séchés. Donc j'en mangeais après mes repas à foison. Selon si mon repas était gras ou pas, j'en consommais plein pour faire passer une partie des graisses et des calories. Une autre croyance que j'ai longtemps eue, c'était tout simplement que tous les produits sains, tous les produits healthy, que la société en tout cas considère comme bons à la santé, étaient de base moins caloriques que les produits que la société considère comme industriels et malsains. Et que donc tout ce qui était dans les rayons bio et diététiques, je pouvais en manger entre guillemets en quantité astronomique ou en tout cas à volonté, et que ça n'allait pas me faire grossir. Et qu'à contrario, tous les produits des autres rayons, tous les produits industriels, si j'en mangeais un, ça allait me faire grossir. Si je mangeais juste un gâteau, un Kinder Bueno par exemple, j'allais grossir. Par contre, si je me tapais le paquet de gâteaux gerblés au sésame, ça n'allait pas me faire grossir. Donc ça, c'est une croyance que j'ai eue pendant longtemps aussi, et j'ai déconstruit tout ça quand j'ai commencé l'alimentation intuitive, et j'ai compris que les aliments sains ou les aliments industriels comportent tous des calories. Merci Anne-Claire. Et oui, les fruits et légumes indispensables pour pas grossir, etc. Ça, je pense tout le monde l'a fait, de rajouter des fruits et légumes en pensant que oui, ça allait enlever les graisses, machin, bon ça... hyper répandu. Et pareil, oui, pour les aliments healthy, mais c'est ça le souci. Je pense que c'est beaucoup de gens qui se disent « Ah, c'est healthy, etc. » Du coup, je peux en manger plein, et au final, en fait, tout aliment, contient des calories, donc oui, tu peux te retrouver un peu arnaqué, quoi, quand tu penses que l'avocat c'est 0 ou j'en sais rien. D'ailleurs, merci Weight Watchers pour nous avoir fait croire que tout était 0 comme fruits et légumes, et d'avoir flingué notre perception des fruits et légumes, etc. Merci beaucoup. Moi, c'est ma mère qui a fait Weight Watchers, et c'est vrai qu'on avait un peu cette image-là de les fruits et légumes sains, 0, etc. Et puis du coup, on peut en manger à volonté, même quand on en a pas envie, tout ça. On connaît les croyances aussi qui... nous font plus manger aussi, ça arrive aussi, également. Je vous laisse avec le témoignage d'Hélène qui, elle aussi, a eu des croyances très fortes sur certains aliments, notamment le gras. Et oui, le fameux gras va des rétro-satanas, voilà. Donc je vous laisse avec Hélène. Bonjour, moi c'est Hélène, j'ai 45 ans et j'ai environ 35 ans de régime en tout genre derrière moi, et forcément tout un tas de croyances
associé à tous ces différents régimes que j'ai pu faire. Alors des régimes au départ c'était surtout du contrôle parental sur ce que je pouvais manger, et puis du coup de fil en aiguille je me suis approprié ce contrôle de mon alimentation pendant toutes ces années jusqu'à récemment. Et ce qui a pris le plus de place parmi toutes ces croyances, qui avaient vraiment le plus d'incidence dans ma façon de m'alimenter, c'était le gras. Le gras, c'est le diable, c'est la damnation éternelle quand tu manges un morceau de camembert, et cette fameuse phrase ça va directement dans les fesses et dans les cuisses. Alors là, celle-là, elle m'a marquée, je l'ai entendue, je saurais pas dire combien de fois. Et du coup, comme j'avais des bonnes cuisses quand j'étais enfant, enfin ça c'est ce que disait ma mère, c'était à cause du fromage et du chorizo. Voilà, et pas de bol, j'adore le chorizo, mais du coup, fallait que je limite ma consommation de chorizo, de fromage, de charcuterie en général, les pâtes à tartiner, on n'en parle même pas, toutes ces choses-là qu'on aime bien, qui font plaisir quand on les mange, et qui font partie des petites choses plaisir de la table. Et du coup, c'était associé à tout un tas de petites astuces, on va dire, pour réussir à remplacer ce gras. Alors par exemple, le beurre était remplacé par de la margarine sur les tartines du petit déjeuner. Alors du coup, moi qui adorais le beurre demi-sel, avec des cristaux de sel le matin sur mes tartines, remplacer ça par de la margarine, la marche elle est haute. Donc du coup j'avais essayé de manger juste la tartine avec de la confiture sans rien du tout dessus, mais alors franchement c'est pas bon du tout non plus, donc c'était pas le plaisir franchement au réveil du petit déjeuner en se privant du beurre au cristaux de sel. Il y avait aussi la technique de remplacer la moitié de l'huile de la vinaigrette par de l'eau. Non, t'inquiète pas, ça ne ressentira pas, et puis au moins ce sera moins gras. Voilà, toutes ces choses-là qui faisaient qu'on essayait à tout prix de limiter cette consommation de cet aliment tant diabolisé. Et puis avec le recul, ce que je trouve assez quand même dommage, c'est que c'était tout type de gras qui était diabolisé, c'est-à-dire qu'effectivement le fromage c'est mal, la pâte à tartiner c'est mal, mais il y avait également les avocats, les olives, les noix, les noisettes, toutes ces petites choses. C'est pareil, j'adore la purée de cacahuètes, mais oh là là mon dieu non, la purée de cacahuètes c'est comme la pâte à tartiner, il faut surtout pas, parce que c'est trop gras. Et du coup c'était vraiment des aliments qu'on avait dans des moments d'exception, alors des moments d'apéritif, ou pendant les vacances on allait faire une exception et faire un repas avec un peu plus de ces aliments-là, mais par contre même dans ces moments-là c'était un peu contrôlé, enfin voilà, fallait pas en abuser quand même. Donc c'était vraiment cet aliment-là, enfin le gras qui prenait très peu de place dans les assiettes, mais beaucoup de place dans la tête, parce que c'était difficile de pouvoir résister au plateau de fromage ou à des cacahuètes à l'apéritif. Voilà, c'était toujours avec le regard scrutateur et jugeant à chaque fois qu'on mettait la main dans la gamelle de cacahuètes, un apéritif chez des amis. Donc ça c'était vraiment compliqué, et c'est vrai que du coup je suis vraiment contente de pouvoir être sortie de cette façon de réagir et de façon de voir le gras, et je suis contente du coup de pouvoir recommencer à manger du chorizo et de la purée de cacahuètes sans culpabiliser, et juste avec le plaisir du goût. Merci Hélène pour ce témoignage. Ah là là, bah oui, c'est dingue en fait de diaboliser le gras, surtout qu'on en a besoin. En plus du gras, c'est comme tout nutriment en fait, on a besoin de tout ça. Donc oui, on a besoin du gras, on a besoin du sucre, etc. Et ça sert à rien de diaboliser un nutriment plutôt qu'un autre, ou d'en encenser aussi un plutôt qu'un autre. Voilà, on a besoin de tout. Voilà, on a besoin de toutes les briques pour fonctionner, donc c'est clair. Et tant mieux que maintenant ton rapport est plus apaisé et que tu peux remanger du chorizo, du beurre demi-sel ou salé, etc. Trop bien.
Parce que oui, après, même les pâtes à tartiner, en soi, ce n'est pas le mal incarné non plus. En fait, tout gras, quel qu'il soit, voilà, il n'y a pas à diaboliser. Et il n'y a pas forcément certains à limiter tantôt que d'autres, tant qu'on trouve de la satisfaction et du plaisir dans ce qu'on mange, et tant que voilà, ça respecte nos besoins, nos envies, nos ressentis, etc. Voilà, je précise. Mais tu as tout à fait raison, en tout cas, profite bien de tes belles tartines et de ton fromage. Ensuite, on enchaîne avec cet avant-dernier témoignage, le témoignage d'Anne, qui a déjà témoigné d'ailleurs dans un des podcasts, sur le rapport au corps, il me semble, oui. Anne, elle a eu des croyances plutôt sur son alimentation et surtout sur le poids et la santé. C'est un autre type, du coup, d'intox de croyances. Mais son témoignage vaut aussi l'écoute et amène à réfléchir. Je vous laisse l'écouter. Bonjour Juliette. J'avais envie de répondre à ton appel à témoignage parce qu'il y a 3 semaines, j'ai eu un échange avec mon médecin généraliste qui a plutôt bien accueilli ma démarche auprès d'une diététicienne et d'une psychologue autour de l'alimentation et du rapport à mon corps aussi. On a eu un échange plutôt chouette. Et à un moment, il a dit une phrase assez bateau en disant que manger c'était nécessaire à la vie, que c'était le carburant du corps. Donc une phrase avec laquelle je suis complètement d'accord. Et en même temps, ma réaction ça a été de dire oui mais moi quand je mange, c'est plutôt une promesse de mort. Et là je me suis liquéfiée intérieurement de me dire waouh c'est ça que je pense en fait. C'est ça ma croyance quand je mange. J'ai une sorte d'épée de Damoclès sur la tête. Je n'avais jamais conscientisé en fait que j'avais cette croyance. C'est là dans cette discussion que je m'en suis rendu compte. Et elle est là en fait depuis longtemps. Et j'ai trouvé ça terrible. Et je trouve qu'elle est difficile à faire sauter parce que heureusement qu'il y a ton podcast et ceux de quelques autres personnes et tous ces témoignages sur les réseaux sociaux. Moi, ça me fait me sentir moins seule. Quand j'essaye d'en parler autour de moi, je suis grosse et je parle très peu de mon... Enfin, voilà, je me garde bien de parler de mon poids ou de questions de régime. Je me suis toujours gardée de ça. Par contre, voilà, j'entends tout le temps des réflexions autour de moi, même si elles ne sont pas dirigées vers moi, et c'est difficile. J'ai voulu une fois partager sur les réseaux sociaux un texte de Anne Pioz sur le poids et la santé, que je trouvais vraiment bien fait. Et j'ai eu très peu de retours, mais les quelques retours que j'ai eus ont été terribles, de personnes de... Ok, oui, tous les corps ont le droit d'exister, un peu genre déconstruit sur la grossophobie, sauf que, ah oui, mais non, mais quand même la santé. Et je trouve que voilà, ça vient complètement renforcer cette croyance que être gros, c'est grave, c'est dangereux pour sa santé, et c'est une promesse de mort. Et je trouve ça, voilà, vraiment particulièrement difficile. Donc un grand merci à toi et puis à toutes celles, parce que majoritairement c'est des femmes qui témoignent et qui déconstruisent toutes ces questions-là, parce que moi personnellement je me sens très seule dans mon quotidien par rapport à tout ça. Merci Anne pour ton témoignage. Je te rassure, tu n'es pas seule. Je pense qu'on s'est toutes senties seules, enfin on se sent toutes seules, je pense, quand on rejette la diet culture, quand on sort un peu de ce système-là, quand on n'est plus dans la grossophobie, permanence, etc. Et donc forcément, oui, on se sent un peu en décalage par rapport aux autres, et je pense que c'est pas prêt de s'arranger. Mais waouh, merci pour ton témoignage, il est très fort, je trouve, ce côté promesse de mort, enfin c'est fou, et oui, le côté très hypocrite de ah mais c'est pour la santé, enfin oui c'est... Moi c'est quelque chose que je vois beaucoup en fait dès qu'on parle du poids. Comme tu dis, il y a beaucoup de gens qui vont dire ah mais oui c'est bien, acceptez-vous, etc. tout ça. Et après 3 petits points, ouais mais quand même la santé, ouais mais quand même faut perdre du poids parce que la santé c'est important, etc. Enfin toujours le même refrain. Et quand tu expliques aux gens que
la santé, ce n'est pas que le poids, qu'il y a autre chose, que c'est bien aussi de creuser d'autres domaines que plutôt toujours se focus sur le poids en disant ça y est, c'est la chose à changer, etc. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment un regard sur la santé à changer et un regard bien sûr sur les personnes grosses. Bien évidemment, hein, si on sortait un peu de cette grossophobie dans laquelle on est dans notre société, c'est clair qu'on arriverait peut-être à autre chose que forcer les gens à faire des régimes, ou du moins à les faire croire que la clé c'est toujours perdre du poids, enfin c'est hallucinant. Et sans mettre en garde des méfaits de la perte de poids intentionnelle, parce qu'on sait que perdre du poids intentionnellement, enfin c'est pas anodin du tout, et en plus ça ne marche pas. Enfin voilà, tout ce que je raconte habituellement sur le podcast, mais oui, c'est tout un sujet quoi. Donc je te comprends. C'est une grosse croyance, et ça, le poids et la santé... c'est quelque chose qu'il faudra du temps, je pense, pour beaucoup de gens, d'intégrer ça et de changer le regard dessus, quoi. Mais voilà, c'est un combat, quoi, c'est clair. Donc, bravo pour ce témoignage, merci à toi. Ensuite, pour le dernier témoignage de cet épisode collaboratif, alors là, on part sur une croyance qui est assez drôle. Ouais, elle est drôle, je trouve. J'avais jamais entendu ça. C'est pour ça que j'ai demandé de témoigner. Donc, j'ai demandé à Marie de témoigner de cette intox parce qu'elle est... super, enfin, je vous laisse l'écouter. À mon tour de vous partager une intox sur la diète culture. C'est une intox pas vraiment en lien direct avec l'alimentation et qui maintenant, quelques années plus tard, me fait rire. Mais sur le coup, ça a pas mal perturbé quand même mon rapport à l'alimentation notamment. Alors, je devais avoir une vingtaine d'années et j'ai lu sur un site ou dans un magazine, je n'arrive plus à me souvenir où, que le vernis à ongles contenait des particules de sucre et que du coup, il fallait pas en abuser sous peine d'avoir beaucoup de sucre dans le sang. Donc en fait, ils expliquaient que l'ongle étant un petit peu poreux, les particules allaient passer dans le sang, enfin voilà. Et mon cerveau de l'époque, complètement guidé par la culture des régimes et toutes les injonctions que je pouvais trouver pour réduire mon alimentation et essayer de maîtriser mon corps, a compris que du coup, si je mettais du vernis, j'allais prendre du poids. Et ça a été très rapide, c'est-à-dire que j'ai arrêté de mettre du vernis du jour au lendemain parce que peur de prise de poids. Maintenant, ça me fait plutôt rire, parce que je me dis que quand même, il faut être vachement naïf pour le croire. Mais voilà, ça montre la puissance des infos véhiculées par la culture des régimes et puis surtout notre taux de croyance à des choses complètement irrationnelles. Parce que ça se devine, cette info est complètement fausse. Mais voilà, j'ai plus le... C'était il y a quand même quelques années, et j'ai plus la référence en tête. Quoi qu'il en soit, un truc complètement bête comme ça a quand même changé ma manière de faire du coup, parce que j'aimais quand même mettre du vernis de temps en temps, et donc du coup je me souviens avoir arrêté, et je me souviens même que ça allait plus loin, parce que du coup je m'autorisais encore à en mettre sur mes ongles de pied, et quand il y avait quand je savais que j'allais être pesée, ça me faisait toujours tilt en me disant mais peut-être que si je prends du poids, est-ce que c'est lié au vernis? Alors qu'en fait, je ne pense pas que quelques milligrammes de vernis puissent faire prendre des kilos. Donc voilà, c'était un partage d'expérience d'une intox sur la diète culture, de la diète culture, mais qui montre le poids de ce qui peut être véhiculé sur Internet ou dans les magazines quand on est plutôt fragile et et qu'on recherche ce type d'information pour ajouter une nouvelle règle alimentaire. Merci beaucoup Marie pour ton témoignage. Oui, tu as totalement raison, c'est vrai que quand on est plus fragile, plus malléable, je dirais, on est plus réceptif en fait à ce genre d'intox et on les prend un peu comme des éponges quoi. Et ça peut nous traumatiser un petit peu, mais t'as totalement raison, c'est vrai que ça paraît bête le vernis, mais je te comprends parce que des fois quand on a des croyances, on sait pourtant que c'est un peu irrationnel ou que ça n'a pas trop de sens, mais pourtant c'est difficile de s'en détacher et oui ça prend du temps aussi d'identifier que c'est une croyance
et aussi de la décortiquer, de la recadrer, de la débunker nous-mêmes, c'est pas évident. Donc je te comprends. Ça me fait penser à ma mère par exemple qui des fois des tisanes, quand il y a des tisanes un peu aromatisées au miel, etc., elle a tendance à pas les prendre parce qu'elle se dit bah il y a sûrement du sucre dedans, etc. Tu vois, donc là on parle de tisane, donc ok peut-être qu'il peut avoir du sucre, mais quand on parle de vernis, enfin c'est fou, et puis même s'il y avait du sucre en vrai, enfin bref, ouais, c'est quand même assez dingue toutes ces croyances qu'on a et qui créent des véritables peurs chez nous, quoi. En tout cas, c'est la fin de cet épisode collaboratif. Merci à toutes celles qui ont participé, hein. Merci de vous être livrées comme ça. Du coup, je clôture cette mini-série sur les intox. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a appris des choses aussi, notamment à travers les témoignages, mais aussi avec les épisodes que j'ai fait sur le jeûne intermittent, etc. Je pense qu'elle a eu un bon accueil, cette mini-série, donc pourquoi pas en refaire d'autres, hein. Je pense que j'ai pas fait le tour des intox de la diet culture. Et vu ce qu'on voit sur Instagram, des fois... Ma maman, je vous dis, il y a du contenu à faire. Bah écoutez, on se dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Restez alerte par rapport aux intox. Gros bisous. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur toutes les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram TheLastQuiche. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao.